J'ai 1 heure 5, pour vous parler du sujet, c'est-à-dire en quelque sorte l'avenir de l'Europe tel qu'il va se décliner dans les 5 ans de la nouvelle mandature, au regard de l'actualité, dont vous avez compris qu'elle était un peu bizarre. Je voudrais d'abord commencer par vous rappeler ce que j'avais dit le 30 janvier. Nous avions évoqué les performances économiques et commerciales de l'Union européenne, en remarquant que l'Union européenne, par rapport à ses grands concurrents, notamment les États-Unis et la Chine, décroche. Alors elle décroche parce qu'elle a une industrie dans un état morcelé, elle décroche parce qu'elle a des problèmes budgétaires, elle décroche parce qu'elle a du mal à agir de manière unifiée, et puis elle décroche aussi parce que les grands concurrents ne respectent pas forcément les règles du commerce international notamment. Sur le renouvellement des institutions européennes, on a vu qu'après les élections de juin 2024, Madame von der Leyen a été réélue présidente de la Commission européenne. Elle est entrée en fonction avec son nouveau collège de commissaires le 1er décembre 2024, en même temps que le nouveau président du Conseil européen, M. Costa, prenait lui aussi ses fonctions le 1er décembre. Donc on a une nouvelle configuration, mais qui est manifestement dans la continuité de la mandature précédente. On a vu aussi que dans le programme de la nouvelle mandature, il y avait 7 priorités. Il y en avait 6 dans le programme précédent. On peut dire que si on compare les 6 précédentes priorités et les nouvelles 7 priorités, il n'y a pas des changements fondamentaux. En revanche, ce qui change, c'est que sur ces 7 priorités, il y en a 2 qui deviennent complètement dominantes: la compétitivité et la défense. Donc on va un peu s'attarder là-dessus, compte tenu par ailleurs de l'actualité qu'on peut qualifier de brûlante dans ces 2 domaines. Et puis on a vu les acquis de l'Union. Alors dans les acquis de l'Union, il y a bien évidemment tout un ensemble de dispositions extrêmement abondantes, qui concerne à la fois le domaine économique, le domaine commercial, qui était la première approche de ce qu'on appelait la communauté économique européenne à la naissance de l'Union, une dimension sociale qui est significative, et tout ça avec en perspective un développement, voire un élargissement. Alors je vous rappelle que quand on dit élargissement de l'Union européenne, c'est l'adhésion de nouveaux États membres. J'y reviendrai évidemment. Quant aux menaces, alors les menaces, elles sont multiples. Et on verra que ces menaces sont d'autant plus importantes qu'on est dans une période de déséquilibre profond au niveau mondial. Voilà. Donc on peut tout de suite enchaîner. Alors, j'ai dit, je vais essayer d'être synthétique, simple, et ça commence comme ça. Donc, détendez-vous. Là, vous avez même pas l'ensemble, mais une partie qu'on peut qualifier des plus importants événements qui se sont passés depuis le 1er janvier. Alors, pour éclairer un peu, tout ce qui est en bleu foncé, ce sont des événements où l'Union européenne est impliquée de manière prépondérante. Vous avez d'autres couleurs qui concernent des événements où, de toute façon, l'Union est impliquée, mais pas forcément de manière prépondérante. Premier élément, je ne vais pas évidemment tout développer, mais je vais vous donner quelques flashs sur ce qui me paraît le plus important. La première chose à observer, c'est qu'il y a eu un nombre de réunions absolument incroyable par rapport aux périodes précédentes, et tout ceci s'explique par un événement qui finalement conduit tout, c'est l'investiture du nouveau président des États-Unis d'Amérique, M. Trump.
Juste avant le 1er janvier, la présidence tournante, non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Union européenne, est désormais assumée par la Pologne pour 6 mois. Je vous rappelle que la présidence tournante, c'est tous les 6 mois un pays qui prend la présidence, non pas encore une fois de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Union européenne. On reviendra sur les institutions puisque ça fait partie des éventuelles réformes que l'Union européenne va conduire pour faire fonctionner ce qui, pour l'instant, ressemble furieusement, je crois que je l'avais déjà dit, à une usine à gaz. Sauf que cette usine à gaz, elle ne produit pas du gaz, ça nous arrangerait bien, elle produit des difficultés, des entraves, et on verra que ça peut être mortel pour l'Union européenne. Cette présidence polonaise, elle succède à une présidence hongroise. J'en dirai un mot sur cette présidence hongroise et j'en dirai un petit peu plus sur l'attitude de la Hongrie qui pose un problème majeur au fonctionnement de l'Union européenne. Donc le 20 janvier, M. Trump est élu président des États-Unis et dès son investiture, on constate que les choses ont largement changé dans la posture des États-Unis par rapport notamment à ses alliés, puisque en principe, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sont alliés. On verra que depuis notamment le 14 février, alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 février? Une réunion à Munich sur la sécurité au sens large de l'ensemble des pays de ce qu'on appelle encore le monde libre. À cette réunion, M. Vance a fait un grand discours qui était totalement hors sujet et qui a consisté essentiellement à gronder en quelque sorte les Européens pour leur dire qu'ils n'étaient pas gentils, notamment avec l'extrême droite, qu'ils étaient complètement dans une attitude anormale en termes de liberté d'expression. Bref, il nous a fait un tableau complètement surréaliste de sa perception de l'Europe qui, pour lui, était dans une mauvaise passe. Et c'est probablement ce jour-là que les Européens ont pris conscience qu'il y avait une vraie difficulté dans la relation avec les États-Unis d'Amérique. Entre-temps, il y avait eu, le 2 février, la publication par l'Union européenne du premier document sur la réglementation de l'intelligence artificielle. C'est la première réglementation qui permet d'éviter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des domaines comme, par exemple, l'utilisation des données personnelles dans l'entreprise pour gérer les ressources humaines, de telle sorte qu'un salarié ne doit pas être traité simplement par un robot. Il y a aussi des interdictions dans le domaine médical, etc., etc. Bon, donc ça, c'est un élément important. Et puis, le 4 février, avant donc l'intervention de M. Vance, il y avait eu un premier sommet avec le Royaume-Uni pour faire le point sur la situation militaire en Ukraine. On peut constater d'ailleurs que le Royaume-Uni se rapproche à nouveau de l'Union européenne. Ici en jaune, vous avez un élément important, c'est les élections qui ont eu lieu en Allemagne le 23 février, avec ultérieurement la nomination prochaine de M. Merz comme chancelier, avec une alliance de la CDU, CSU, avec les sociaux-démocrates. Et puis un événement très important qui se trouve là, la levée du frein budgétaire au Bundestag. De quoi s'agit-il? Vous en avez peut-être entendu parler. Dans ce qu'on appelle la Constitution, qui est la loi fondamentale de l'Allemagne, il y avait une interdiction de dépasser un certain pourcentage de dette, ce qui interdisait de faire des emprunts de très grande importance. Le Bundestag a approuvé une modification
qui permet aujourd'hui à l'Allemagne de faire des emprunts de grande ampleur, notamment dans le domaine de la défense. Alors, les autres événements, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent la frénésie qui s'est emparée de l'Union européenne par rapport à ce que je vous ai dit sur l'investiture Trump et les déclarations de M. Vance. Le sujet, c'est dès lors que les États-Unis d'Amérique sont très rapidement apparus dans cette période comme pas forcément alliés à l'Union européenne, comme pas forcément un soutien de l'Ukraine, voire même une espèce de tendance à considérer que la Russie, finalement, n'était pas si méchante que ça, que ce n'était pas forcément elle qui avait déclenché les hostilités. Enfin bref, vous avez vu, probablement, dans vos journaux ou dans papier ou audiovisuel, que on a assisté à une espèce d'étrange recherche d'un accord de paix dont manifestement la Russie ne veut pas. Ou en tout cas, son prix à payer pour la paix est totalement inacceptable par l'Ukraine. Donc l'Union européenne, après un petit flottement, dû notamment au fait que, alors c'est anecdotique, mais il se trouve que en début janvier, pendant une quinzaine de jours, Madame von der Leyen était malade. Donc pendant 15 jours, on n'a pas entendu l'Union européenne. Parenthèse, est-ce qu'il est normal que parce que le président de la Commission européenne est malade, on n'entende pas l'Europe? Là, on a un problème de gouvernance. Il est démocratiquement détestable que sur un seul individu repose la posture d'une institution quelle qu'elle soit. Bref, après cette période qui était liée aussi à une sorte de sidération, lorsque, après des décennies, voire des siècles de relations privilégiées entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, on constate que tout est par terre, c'est un peu difficile à avaler. Bon, en tout cas, après s'être un peu ressaisi, on a assisté à tout un tas de réunions dans lesquelles l'Union européenne a dit deux choses. La première, soutien affirmé, réaffirmé à l'Ukraine. Fourniture d'aide militaire, subventions importantes. J'en profite pour dire que lorsqu'on entend ici ou là que les États-Unis d'Amérique ont apporté plus d'aide à l'Ukraine que l'Union européenne, c'est faux. Quand M. Trump explique que les États-Unis d'Amérique ont apporté 300 milliards de dollars à l'Ukraine, c'est faux. Les chiffres, ils sont publiés, ils sont officiels. On a grosso modo 144 milliards d'aides apportées par les États-Unis d'Amérique depuis le déclenchement de la guerre en février 2022. L'Union européenne, dans le même temps, a versé sous différentes formes plus de 150 milliards. Par conséquent, l'Union européenne n'a pas à rougir de l'aide qu'elle apporte à l'Ukraine. Et puis, on a assisté à, comment dirais-je, une prise de conscience que ce qu'on appelle le parapluie américain concernant la défense européenne, à travers notamment l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée en 1949, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui avait pour but de protéger les pays d'Occident contre l'éventuelle agressivité militaire de l'Union soviétique. C'était ça le but de l'OTAN. Et puis, entre-temps, on a considéré en Europe que l'aide américaine en cas de conflit était largement suffisante et que ce n'était pas la peine de développer un armement au niveau des pays de l'Union européenne. Grave erreur. Grave erreur, puisque nous sommes désormais confrontés à une situation dans laquelle les États-Unis d'Amérique, en tout cas dans la période immédiate, n'envisagent absolument pas d'intervenir en Europe si d'aventure la Russie décidait
d'envahir un autre pays membre de l'Union européenne, par exemple. Alors, tout ça, ça nous emmène à fin mars, où le 27 mars a eu lieu une réunion qu'on a appelée la coalition des volontaires. Alors, qu'est-ce que c'est que la coalition des volontaires? C'est une trentaine de pays européens, mais pas seulement, il y avait aussi le Canada, qui se sont réunis pour, au niveau de leurs états-majors militaires, regarder comment on pouvait, en se passant des États-Unis d'Amérique, continuer d'apporter l'aide à l'Ukraine et puis faire face à un éventuel conflit armé avec la Russie notamment. Alors ça n'a pas donné grand-chose sur le plan concret des engagements monétaires notamment, mais en tout cas sur le plan de la posture de ces 30 pays, on est bien dans une alliance consistant à soutenir l'Ukraine et à faire face à un éventuel conflit. Voilà. Alors, pendant tout ce temps, il y a aussi quelque chose que je vais développer et qui concerne ce qu'on a vu dans les priorités, à savoir la compétitivité de l'Union européenne. Alors, la compétitivité, c'est quoi? C'est l'action consistant à rendre à l'Union européenne une place prépondérante, ou en tout cas pas moindre que ses grands concurrents que sont les États-Unis d'Amérique et la Chine. Le 5 mars, l'Union européenne a proposé un plan de sauvetage du secteur automobile. On a, voilà, ici vous avez la publication par l'Union européenne d'un truc qui s'appelle le pacte industrie propre et un paquet omnibus. Alors l'omnibus, ça n'a rien à voir avec le projet Inspire de Clermont-Ferrand. Ça n'a aucun rapport avec le train Paris-Clermont-Ferrand et retour, qui parfois ressemble à un omnibus, en effet, mais c'est pas ça. Tout ça, ça concerne les deux priorités que sont devenues compétitivité et défense, et sur lesquelles on va revenir. Et puis, au milieu de tout ça, cerise sur le gâteau, les États-Unis d'Amérique, par la voix de son nouveau président, ont annoncé des droits de douane exorbitants dans les relations avec la plupart des pays du monde, dont l'Union européenne. Et d'ailleurs, le 2 avril, hier, c'était à 22h, heure de Paris, M. Trump a fait une intervention pour expliquer que 185 pays du monde allaient être taxés à minima 10% sur l'ensemble des importations vers les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas quel est l'économiste ou quels sont les économistes qui conseillent M. Trump, si tant est qu'il en est, mais toujours est-il que tous les économistes du monde expliquent savamment que c'est une sottise, que non seulement les pays concernés vont avoir des difficultés, mais que les États-Unis eux-mêmes vont être probablement dans une situation problématique d'ici quelques mois si on applique tout ce qui a été décidé. Voilà en gros ce que représente tout ça. Avec ici la réplique que l'Union européenne a préparée en cas de taxation qui a donc été confirmée hier par M. Trump. Alors ça commence par 50% sur le whisky et sur les motos Harley-Davidson, 25% sur les yachts et bateaux de croisière, jus d'orange et jeans. Alors, quand on regarde ça, on dit, mais c'est peanuts. Non, non, c'est pas peanuts. C'est l'équivalent de 26 milliards de dollars qui compense les exportations des États-Unis d'Amérique vers l'Union européenne. Parce que figurez-vous qu'en effet, la balance commerciale, mais ça on l'avait vu le 30 janvier, des États-Unis d'Amérique est déficitaire par rapport à l'Union européenne, mais elle ne l'est pas dans les proportions annoncées par M. Trump ou M. Vance. M. Trump dit 300 milliards de déficit. C'est faux. Le déficit, il est sur l'ensemble
des biens et des services de 150 milliards. Et si on y ajoute d'autres éléments comme par exemple, et c'est loin d'être négligeable, les plateformes informatiques, l'écart il se réduit à peu près à 50 milliards. Donc ces taxations-là, elles ne sont pas symboliques, elles concernent bien une équivalence ou une approche d'équivalence de la balance commerciale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc, nous avons ici taxe. Alors, ce qui avait été annoncé précédemment, c'est la taxe de 25% sur les voitures. Et puis, ce que M. Trump a annoncé hier comme étant le jour de la libération, hein, il a expliqué que c'était le plus grand jour de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas? Donc, pour l'ensemble des 185 pays concernés, c'est à minima 15%. Pour la Chine, c'est 35%. Pour l'Union européenne, ce sera 20%. Voilà. Je pourrais dire d'autres choses, mais je m'en tiens là pour le moment. Et rappelons ce que sont les 7 priorités de l'Union européenne. Et vous avez donc les 2 que j'ai surlignés en jaune, que nous allons développer un peu, c'est-à-dire d'une part la compétitivité et d'autre part la défense. Alors, on va commencer par la compétitivité. Alors, 2 éléments majeurs qui ont déterminé la position de l'Union européenne, ce sont les rapports Letta et Draghi. Alors, il se trouve qu'ils sont italiens tous les deux. L'un a été président du Conseil, l'autre a été, M. Draghi, gouverneur de la Banque centrale européenne. Ce sont essentiellement des économistes. Dans le rapport Letta, donc avril 2024, ces rapports ayant été demandés par l'Union européenne, hein, ce ne sont pas des rapports qui ont été faits comme ça pour se faire plaisir. Dans le rapport Letta, il est surtout question du marché unique. Monsieur Letta explique dans son rapport que oui, on a un marché unique de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, mais dans ce marché unique, il manque au moins 2 choses. La première, c'est l'intégration des capitaux, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'ensemble des marchés financiers sont morcelés. On n'a pas une... Alors, on a la Banque centrale européenne, mais la Banque centrale européenne n'a pas pour rôle de prêter de l'argent. On n'a pas d'organisme central qui permettrait de faire fonctionner, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique, une distribution financière unifiée. Et puis, le deuxième sujet, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, elle est reprise dans le rapport Draghi de façon beaucoup plus développée. Monsieur Draghi explique qu'il est impossible de mettre en place une solution à notre problème de compétitivité si on reste dans l'état de la gouvernance actuelle. Parce que la gouvernance actuelle, elle est trop aléatoire, elle est trop dépendante de l'attitude des États membres et surtout, elle est d'une lenteur accablante. Lorsque l'Union européenne propose, par exemple, une loi, ce qu'on appelle une directive dans le jargon européen, entre la proposition initiale et la mise en œuvre, il peut se passer 4 ans. Parce qu'il y a le délai pour que ça vienne devant les 2 institutions que sont le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Et ensuite, il y a au moins 2 ans pour que chaque État membre intègre la disposition dans son droit national. Puisque c'est comme ça que ça marche.
l'application des lois européennes passe par la déclinaison, ce qu'on appelle la transposition, dans le droit national. Comment voulez-vous réagir de façon efficace quand vous avez des délais pareils? Ces deux rapports ont été approuvés. C'est ce qu'on appelle la déclaration de Budapest. Alors pourquoi Budapest? Non pas pour faire plaisir à M. Orban, mais parce que en novembre dernier, en novembre 2024, le Conseil européen s'est réuni en Hongrie, à Budapest, et c'est ce jour-là que le Conseil européen a approuvé l'ensemble des deux rapports et a décidé de les intégrer dans les orientations de la mandature 2024-2029. Donc ça doit se décliner dans toutes les dispositions à prendre sur les initiatives qui doivent être concrétisées par la Commission européenne. Puisque je vous rappelle que le Conseil européen, réunion des chefs d'État et de gouvernement, fixe les orientations, la Commission européenne, dont Mme von der Leyen est présidente, met en œuvre, et ça doit être approuvé conjointement par le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les États membres, et par le Parlement européen, qui représente les citoyens. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette déclaration de Budapest, et comment ça doit se mettre en musique? Alors d'abord, toute l'architecture qui est là, elle repose sur les trois piliers du rapport Draghi. Alors c'est quoi les trois piliers? Premier pilier, combler l'écart en matière d'innovation avec la Chine et les États-Unis. Le rapport met en évidence que par rapport aux États-Unis, on est vraiment à la traîne en matière d'innovation. Alors on n'est pas complètement nul, mais quand on regarde l'activité déployée par les entreprises européennes en matière d'innovation, on est loin, très loin, derrière les États-Unis d'Amérique. En matière d'investissement, on a, côté Union européenne, entre 50 et 100 milliards investis par an. Du côté des États-Unis d'Amérique, on est à 800 milliards. Donc là, on a un problème majeur. Bon, quant à la Chine, c'est à peu près le même sujet, sauf que comme c'est pas tout à fait la même gouvernance, c'est pas vraiment comparable. En Chine, il se passe pas 4 ans entre le moment où M. Xi Jinping décide quelque chose et le moment où ça s'applique. C'est quasi instantané. Alors, ça pourrait conduire certains à conclure hâtivement que la dictature, au fond, c'est plus efficace et que ça marche mieux que la démocratie. Réduire les dépendances excessives et renforcer la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les dépendances excessives, c'est par exemple le gaz russe, le pétrole russe. Figurez-vous que malgré toutes les sanctions qui ont été prises, et il y en a beaucoup, nombre de pays de l'Union européenne continuent à s'alimenter en pétrole et en gaz auprès de la Russie. C'est-à-dire que d'une certaine manière, d'un côté, on apporte une aide substantielle à l'Ukraine, et de l'autre, on finance la guerre de M. Poutine. Renforcer la sécurité, c'est par exemple faire en sorte que les navires qui battent pavillons multiples en mer Baltique cessent de ratisser les fonds marins en coupant les câbles qui relient entre eux, pour les communications, certains pays de l'Union européenne, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la lutte contre les ingérences de toutes sortes de la Russie dans tous les domaines économiques et sociaux qui impactent l'Union européenne. Et puis après, vous avez une feuille de route conjointe pour la décarbonation et la compétitivité. Ça, c'est un vœu pieux. On va voir que développer une compétitivité efficace et rapide et la conjuguer avec la décarbonation, certains croient que ce n'est pas vraiment possible. Et on va voir qu'il y a même très concrètement un
un abandon, ou en tout cas un ralentissement significatif, objectif qui figure toujours dans le pacte vert, qui consiste à atteindre la neutralité carbone sur le continent européen à l'horizon 2050. Le deuxième pilier est composé de 3 initiatives phares en matière de politique énergétique et industrielle. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le pacte industrie propre, c'est-à-dire, tenez-vous bien, stratégie européenne industrielle de décarbonation et de réindustrialisation au travers des technologies propres. Ça veut dire qu'on développe l'industrie, qu'on la subventionne éventuellement, qu'on lui simplifie son travail, tout en respectant les impératifs de la décarbonation. Or, dans ce qu'on appelle le paquet omnibus, on y trouve la simplification réglementaire et ou le report d'échéance. Figurez-vous que, en ce moment même, 3 avril, le Parlement européen, qui est en session plénière depuis le 31 mars jusqu'aujourd'hui, est en train de débattre et doit voter ce paquet omnibus. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet omnibus? On appelle omnibus un projet de loi regroupant plusieurs sujets. Et en l'occurrence, dans ce paquet omnibus, il y a en effet la simplification réglementaire qui consiste à dire « Oh là là, les entreprises ont trop de choses à faire, ça les empêche de travailler ». Il y a notamment les questions du reporting, entre guillemets, sur la durabilité de leurs activités, sur l'impact en termes notamment de travail dans des conditions qui ne sont pas très convenables. Je pense au travail des enfants, je pense à l'attitude des sous-traitants. Et tout ça, c'était traité dans une directive, 2 directives d'ailleurs, une directive sur ce que devaient faire les entreprises pour rendre compte des mesures et des moyens pris pour respecter un certain nombre de règles éthiques. Et par ailleurs, ce qu'on appelle le devoir de vigilance, dont la France a pris l'initiative, puisqu'une loi qui est toujours en vigueur, Dieu merci, de 2017, oblige les entreprises de plus de, ça ne concerne pas toutes les petites et les moyennes entreprises, qui d'ailleurs en général n'ont pas d'activité à l'étranger. Donc ces grandes entreprises, elles ont non seulement une obligation en interne, mais elles ont également une obligation vis-à-vis de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants. Et dans ces obligations, il y a notamment l'interdiction du travail des enfants. Il y a notamment l'interdiction du travail dans des conditions qui pourraient ressembler à de l'esclavagisme. Par exemple, les conditions de travail épouvantables qui sont faites et toujours faites au Bangladesh pour les ouvrières, puisque ce sont essentiellement les ouvrières, du textile. Parce que quand on achète un pull en France, dans le magasin du coin, avec un prix dérisoire, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Eh bien, derrière, il y a souvent, pour pas dire toujours, des conditions de travail insupportables. Donc l'Union européenne avait mis en place ces garde-fous pour éviter ce genre de dérive. Or, dans le paquet omnibus qui risque d'être voté aujourd'hui, on abandonne, temporairement dit-on, mais on sait ce que ça veut dire le temporaire lorsqu'on le lâche dans ces conditions-là, ces garde-fous dont je viens de parler. Quant au report d'échéance, c'est par exemple dire aux entreprises, bon, concernant l'objectif que nous envisagions en intermédiaire à l'horizon 2035 pour réduire à l'horizon 2030, pardon, de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Bon, finalement, comme ça vous crée des tas de difficultés pour avoir des performances satisfaisantes, on va reporter.
C'est ainsi qu'on est en train éventuellement de discuter du report de l'interdiction des ventes de véhicules neufs thermiques à l'horizon 2035. Alors, certains disent, notamment au niveau des grandes entreprises, oui, c'est très bien, on va pouvoir travailler plus rapidement, plus efficacement, etc. Et puis, on peut aussi se dire, si les performances économiques sont meilleures en se remettant à bousiller la planète, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors, M. Draghi, il dit non, c'est pas une bonne idée. Et dans son rapport, il explique qu'il ne faut surtout pas abandonner les objectifs du pacte vert et qu'on doit pouvoir trouver des solutions qui permettent de procéder à des simplifications administratives sans pour autant sortir des engagements du pacte vert. Or, le paquet omnibus, il va plus loin que ce que disait M. Draghi et c'est bien dommage. Et puis, il y a un plan d'action énergie abordable. Alors ça, c'est, je ne veux pas entrer dans le détail, mais c'est grosso modo en mutualisant les moyens énergétiques de l'ensemble des États membres, de faire baisser les prix et d'avoir une énergie plus abordable. C'est aussi le développement à marche rapide de l'énergie durable qui va se substituer aussi rapidement que possible aux énergies fossiles. Par exemple, l'Allemagne, qui continue, puisqu'elle a abandonné le nucléaire, à faire fonctionner des centrales à charbon, il faut qu'elle trouve d'autres solutions. Alors, il y en a des tas, l'éolien, l'énergie solaire, etc., etc. Et c'est pas une blague, puisque certains pays ont déjà atteint des performances remarquables avec des énergies qui dépassent aujourd'hui largement les énergies fossiles. Voilà. Alors tout ça, évidemment, ça coûte des sous. Et en matière d'argent, c'est toujours la même histoire. Quand on n'a pas l'argent, on emprunte. Et pour emprunter, on se heurte à ce que dénonce M. Letta dans son rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, sur la place européenne, de marché de capitaux intégrés. Donc il faut absolument que l'Union européenne se mette à aller dans cette direction-là. J'ajoute pour finir sur ce sujet que M. Draghi, dans son rapport, explique que pour atteindre une compétitivité convenable, ça coûte entre 750 et 800 milliards d'euros par an. Alors, sur la défense européenne, donc deuxième priorité, voire première priorité. Première chose à dire, la compétence de l'Union européenne dans ce domaine, elle est récente. Dans les années 1950, il y avait eu un projet de Communauté européenne de défense, la CED. La France l'a torpillé. M. De Gaulle n'en voulait pas. Donc on a laissé tomber et il a fallu attendre plusieurs décennies pour que finalement l'Union européenne ait une compétence dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique étrangère et de sécurité commune. Autrement dit, entre autres, la défense. Et cette compétence, en fait, est une compétence qui dépend beaucoup des États membres et qui est liée aussi à... Comme on ne s'est pas occupé de ce sujet pendant des décennies, on a aujourd'hui, en effet, des armées européennes qui sont quand même significatives. La France est au 7e rang. Derrière le Royaume-Uni, les trois plus grandes armées, c'est pas une surprise, États-Unis, Russie, Chine, tout de suite derrière l'Inde et Corée du Sud. Bon. Remarquez qu'il n'y a pas la Corée du Nord. Alors d'une part parce qu'on n'a pas de données, mais la Corée du Nord possède de l'arme nucléaire, donc c'est pas un détail. Bref, lorsqu'on parle des puissances militaires, on
disons que ce sont les puissances militaires au sens conventionnel du terme. Et puis on a la Turquie et on a l'Italie. Et puis vous voyez ici que parmi les pays membres de l'OTAN, les 10 plus investisseurs, on va dire, voyez l'évolution. Si vous prenez par exemple le Royaume-Uni, il a en effet commencé à investir un peu plus. Idem le Danemark. Les États-Unis, ils sont presque à la baisse, mais là, ça remonte un peu. Et puis, voyez la Pologne. La Pologne a décidé de se réarmer de façon importante et elle a investi massivement depuis quelques mois. Ça représente plus de 4% de son produit intérieur brut, alors que la moyenne européenne, c'est autour de 2%. C'est d'ailleurs l'une des raisons invoquées par M. Trump pour dire « Moi, je ne soutiens plus l'OTAN parce que les Européens ne contribuent pas assez au budget de l'OTAN », ce qui n'est pas complètement faux. Bon. Mais lorsqu'on regarde donc l'ensemble de ces évolutions, on voit bien que tout le monde se réarme et que l'Union européenne, qui lance un cri d'alarme et qui dit aux États membres, mais ils avaient déjà remarqué eux-mêmes, attention, le soutien des États-Unis d'Amérique est complètement aléatoire, donc il faut qu'on trouve les moyens de se défendre nous-mêmes. Et pour se défendre nous-mêmes, eh bien, regardons la situation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la situation? Elle dit qu'on a en effet des armées qui ressemblent à quelque chose, dont dans l'Union européenne, la France est en tête, mais tous les autres pays ne sont pas équipés de la même manière, avec notamment des achats d'armement aux États-Unis d'Amérique. Et vous savez que quand vous avez un avion fourni par les États-Unis d'Amérique, toute l'électronique dépend des États-Unis d'Amérique, qui peuvent à distance neutraliser l'utilisation d'un avion, ce qui est quand même embêtant. C'est le cas du Royaume-Uni. Sauf que le Royaume-Uni, il a trouvé une parade, c'est qu'il change tous les dispositifs électroniques pour être autonome par rapport aux États-Unis d'Amérique. En revanche, les pièces détachées demeurent des pièces fournies par les États-Unis d'Amérique. C'est pas le cas de la France. La France, sur le plan militaire, c'est à souligner, elle est complètement autonome, tant au niveau de son armement conventionnel qu'au niveau de son armement nucléaire. Alors, à propos du nucléaire, alors je ne l'avais pas souligné tout à l'heure, mais ça figurait dans les nombreux pavés des événements du premier trimestre. Dans sa déclaration du 5 mars dernier, M. Macron a émis à nouveau l'idée, c'est pas une idée complètement nouvelle, de partager la protection nucléaire française au niveau des États membres, éventuellement des proches voisins. Alors, à l'Assemblée nationale, où un débat a eu lieu, on a vu curieusement, mais en fait c'est pas si curieux que ça, les extrêmes hurler sur le fait que c'était un abandon de la souveraineté française. Ce qui est faux. Puisqu'en réalité, lorsqu'on évoque le partage de la protection nucléaire, on n'évoque pas le partage du bouton. D'ailleurs, la protection des États-Unis d'Amérique au niveau de l'OTAN, en ce qui concerne la dimension nucléaire, on n'a jamais exigé du président des États-Unis d'Amérique, qui n'est pas tout seul d'ailleurs, le cas échéant, à appuyer sur le bouton, de partager le bouton. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est disposer automatiquement de la protection nucléaire, le cas échéant. C'est ça le sujet. Donc la France est prête à le faire, puisque c'est la seule puissance nucléaire désormais de l'Union européenne. Le Royaume-Uni possède bien l'arme nucléaire, mais qui est, elle, très dépendante encore des États-Unis d'Amérique. Et en tout cas, le Royaume-Uni se rapproche, je le répète, des pays de l'Union européenne en ce qui concerne la posture de défense extérieure. Pour tout ça, l'Union européenne mobilise 800 milliards d'euros, pas par an,
dont 150 milliards d'euros sous forme de prêts à disposition des États membres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 800 milliards d'euros, c'est pas un emprunt fait par l'Union européenne elle-même, comme ça avait été le cas pour le plan de relance suite à la pandémie de 750 milliards d'euros, ce qu'on appelle Next Generation. Là, on est sur quelque chose qui en réalité pèse sur les États membres. C'est les États membres qui doivent investir dans ces 800 milliards avec une aide de 150 milliards directe de l'Union européenne. Alors ça pose évidemment de graves problèmes budgétaires, mais pour répondre notamment à la demande de la France, les dépenses, les emprunts qui seraient effectués pour cela sortiraient des critères de Maastricht. Autrement dit, ne pèseraient plus sur l'exigence des 3% de dette à ne pas dépasser, de déficit, pardon, à ne pas dépasser au niveau national. En tout cas, il est clair que si on met en bout à bout l'éparpillement militaire européen, le manque de ce qu'on appelle la transopérabilité, c'est-à-dire le fait que les matériels sont différents. Les chars de la Pologne ne sont pas les mêmes que les chars français. La Pologne, d'ailleurs, qui continue à acheter son matériel aux États-Unis d'Amérique. Bon. Les équipements sont très différents. Maintenant, comme l'a souligné un chroniqueur dans je ne sais plus quelle revue, c'est pas parce qu'on a des équipements différents qu'on peut pas se mettre ensemble. La notion d'armée de l'Union européenne peut passer par quelque chose comme un état-major général qui coordonne les ensembles militaires des pays membres de l'Union européenne. On peut commencer comme ça. D'ailleurs, ça fonctionne déjà puisqu'on a des interventions un peu partout dans le monde de l'Union européenne en tant que telle, avec des contingents composés de pays différents. Ils n'ont pas tous la même casquette, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de se rassembler. Donc, la perspective d'une défense européenne, elle est actée, elle est en œuvre, sachant qu'il y a une clause d'assistance mutuelle prévue par le traité européen, puisque les autres États membres, en cas d'agression armée, doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Sachant par ailleurs que tout ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la boussole stratégique. Alors c'est pas nouveau ça, la boussole stratégique. La boussole stratégique, ça remonte à plusieurs années et ça consiste à réfléchir au niveau de l'ensemble de l'Union européenne à ce qu'il faut faire en fonction de l'analyse des situations, en fonction des attitudes plus ou moins homogènes des États membres dans le domaine de la défense. Et puis, petit sujet, entre guillemets, les avoirs russes. Alors, on débat en ce moment de la question de savoir si on peut s'emparer des avoirs russes pour les utiliser directement dans l'aide à l'Ukraine. Alors, il y a ceux qui disent non, non, il ne faut pas le faire parce que ça ne respecterait pas les textes internationaux et puis parce que ça pourrait affaiblir l'Union européenne par rapport à d'autres pays qui diraient « Ah ben oui, mais alors, ils ne respectent pas les engagements, donc on ne peut pas leur faire confiance, etc. » Les avoirs russes en Europe, ça représente à peu près 210 milliards d'euros. Alors pour l'instant, on n'en utilise que les intérêts, mais pas la somme elle-même. Sachant qu'il y a, donc c'est en Europe qu'il y a l'essentiel des avoirs russes, il y en a aussi aux États-Unis, 64 milliards. Il y en a au Royaume-Uni, 30 milliards. En tout, ça dépasse largement les 300 milliards. Donc ce sujet est en débat. Alors, les autres priorités, qu'est-ce qu'on en fait? Sur le pacte vert et puis la politique agricole commune. La question c'est, très bien la compétitivité, très bien la défense. Est-ce une raison pour
faut renoncer au pacte vert, je l'ai déjà dit, j'insiste là-dessus, et j'en profite pour vous dire que le mouvement européen, qui est une association qui promeut l'Union européenne en général, une Union européenne de préférence libre et unie, a édité une brochure qui se trouve là et qu'on vous offre gracieusement. Voilà. Donc en partant, n'hésitez pas à vous servir de cette brochure, qui est une brochure très simple, hein, qui fait 40 pages, et où vous avez l'essentiel de ce qui se trouve dans le pacte vert. Voilà. La politique agricole commune, ce qui est quand même 30% du budget de l'Union européenne. Il ne faut pas non plus que, sous prétexte de compétitivité, on renonce à des principes majeurs de ce qu'est la PAC. Sur la migration et l'asile et l'avenir de l'espace Schengen. Alors l'espace Schengen, je vous ai déjà fait un sketch là-dessus le 30 janvier, donc j'y reviens pas, sauf pour dire que, à commencer par le fait que l'Union européenne, c'est pas tout à fait l'espace Schengen et réciproquement, ça complique le sujet pour le traiter. Quant au pacte sur la migration et l'asile, on n'y touche évidemment pas, mais on est en train de réfléchir à la politique des retours. Parce que ce pacte sur la migration et l'asile, il reste un pacte défensif, voire même un pacte d'hostilité à l'égard des migrants. Et quand on regarde la démographie de l'Union européenne, c'est une idiotie. Puisque s'il n'y avait pas les migrants, on serait en démographie négative. Et on a besoin de main-d'œuvre. Alors qu'on puisse éventuellement faire une espèce de tri parmi les migrants, en commençant d'ailleurs par faire en sorte que ceux qui ont des diplômes puissent les utiliser sur le territoire européen, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, mettre en place des dispositions qui sont des dispositions purement défensives, mettre en place des camps à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, à titre personnel, je considère que c'est une ignominie. Maintenant, la compétitivité ne concerne pas ce sujet pour le moment. Alors, au niveau social, puisque parmi les autres priorités, il y a ce qu'on appelle le pilier social et le dialogue social européen. Monsieur Draghi explique dans son rapport qu'on aura beau développer toutes les compétitivités qu'on voudra, si on ne veille pas à ce que les gens soient correctement payés, que leur pouvoir d'achat ne se dégrade pas, on n'atteindra aucun objectif. Parce qu'on peut décider derrière un bureau d'augmenter la cadence. Si la cadence ne suit pas, ou si la cadence s'effondre, ça ne peut pas marcher. Donc, l'aspect social doit être absolument préservé. Enfin, élargissement, approfondissement et gouvernance. Élargissement, c'est, je l'ai déjà dit, adhésion d'autres pays à l'Union européenne. L'approfondissement, c'est faire en sorte qu'il y ait convergence des législations et de l'ensemble des paramètres des États membres de l'Union européenne. Et puis j'ai cité IRIS 2. Alors c'est quoi IRIS 2 ? C'est le nouveau lanceur européen pour les satellites, avec derrière un projet considérable d'autonomie européenne sur l'ensemble des sujets de communication à partir des satellites. Ça va par exemple couvrir toutes les zones blanches. Quant à la gouvernance, j'y viens. Ah oui, un mot quand même sur l'élargissement. Le projet toujours en vigueur, c'est que l'Union européenne passe à 35, voire 37 membres à un horizon pas trop lointain. Alors pourquoi faut-il s'élargir ? Parce que ce qui n'est pas dans l'Union européenne est évidemment à l'extérieur. Et ce qui est à l'extérieur peut être sous la menace de pays hostiles. Donc il vaut mieux qu'il soit chez nous plutôt que dans l'hostilité. Alors je vous rappelle qu'il y a l'ensemble des pays des Balkans qui sont visés, puisqu'ils sont évidemment dans le périmètre de l'Europe.
La Turquie, elle est toujours candidate, mais je l'ai déjà dit, je le répète, les négociations sont interrompues avec la Turquie qui ne répond plus du tout aux critères des valeurs de l'Union. Et c'est encore plus vrai depuis quelques jours, puisque M. Erdogan s'est lancé dans une répression féroce. On peut observer pour cet élargissement et pour l'élargissement en général que jusqu'ici, il fallait une dizaine d'années en moyenne, pour faire entrer un pays dans l'Union. C'est trop long. Alors évidemment, il y a des critères à respecter, évidemment, il y a tout un tas d'exigences pour que le pays réponde à la possibilité de s'intégrer dans l'Union. Cela dit, on est en train de réfléchir à la possibilité, pendant toute cette période de négociation, qui peut éventuellement être un peu réduite, mais pas tant que ça, parce que les exigences sont fortes, et c'est normal. On voit bien que certains pays qui avaient répondu aux critères et qui sont entrés dans l'Union n'y répondent plus aujourd'hui, je pense à la Hongrie par exemple, eh bien, on réfléchit à ce qu'on pourrait appeler un statut d'État associé. C'est-à-dire que le pays en question, pendant qu'il est en négociation, ne serait pas intégré dans l'Union, mais il aurait un statut privilégié en tant que futur proche membre de l'Union européenne. Au passage, parce que tout ce qu'on peut raconter, il ne faut pas perdre de vue ce que c'est que l'Union européenne. Unie dans la diversité, organisation qui juridiquement ne ressemble à rien, c'est pas un État, c'est pas une confédération, c'est pas une fédération, c'est un machin. Bon. Un budget pluriannuel. Alors, tout ce qui est européen, enfin Union européenniste, si je puis dire, c'est pas très simple. Donc on n'a pas un budget annuel. On a un budget pluriannuel. Par exemple, on est en train de commencer à réfléchir sur le prochain budget 2028-2034. 7 ans. Donc quand on met en place, quand on vote le budget, on peut pas trop y toucher après, une fois que c'est fait. Donc prévoir à 7 ans, c'est quand même un peu compliqué. Des droits fondamentaux. Alors les droits fondamentaux, c'est vraiment la base de l'Union européenne. Liberté, liberté d'expression, liberté religieuse, liberté syndicale, etc., etc. Interdiction de la peine de mort, interdiction de la torture, etc., etc. Protection sociale. L'Europe, je l'ai déjà dit, je le répète, est le seul endroit du monde où on a une véritable protection sociale des gens. Des objectifs actés, union sans cesse plus étroite entre les États et les peuples européens. Approfondissement. Sauvegarder la paix et rechercher l'unité politique. Évidemment. Assurer le progrès économique et social. Ça, c'est la base de l'Union. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce possible pendant la mandature actuelle pour réformer l'Union? Pour réformer l'Union, il est difficile de ne pas toucher au traité. Alors, le traité actuel, c'est le traité de Lisbonne. Application 2009. Ça commence à faire un certain temps. Dans les deux morceaux du traité, traité de l'Union européenne, traité de fonctionnement de l'Union européenne, on a pour la première fois par rapport au traité précédent, au pluriel, la possibilité de faire plus simple en matière de réforme des traités. Alors, c'est soit une révision dite ordinaire. Alors là, ça suppose de passer par la mise en place de ce qu'on appelle une convention à l'initiative du Conseil européen. Une révision simplifiée qui peut se faire sans convention, et puis des clauses parallèles. Alors les clauses parallèles, c'est vraiment à la marge pour des détails. Je vous cite ce qu'a dit un député européen il y a pas très longtemps au Parlement. Nous ne sommes actuellement pas préparés pour le monde plus brutal dans lequel nous sommes entrés, et pas préparés non plus pour l'absolue nécessité d'une Union européenne élargie à 35 ou 37 États membres. Autrement dit encore, et d'ailleurs le Parlement européen, dès 2022,
a mis sur la table une proposition de réforme des traités en invitant le Conseil européen à mettre en place une convention. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil européen? Rien. Il a noté quelque part qu'il fallait s'en occuper. Il a dit, fin 2023, ouais, ce serait pas mal qu'on fasse une proposition d'ici l'été 2024. En été 2024, la proposition qui a été faite, c'est d'y réfléchir. Donc, on n'a pas avancé du tout sur la réforme des traités. Et pourtant, c'est indispensable. Voyez, d'une part, ce que disait, il y a déjà plus de 30 ans, M. Delors, à l'époque président de la Commission européenne. Avons-nous les forces humaines, morales, économiques, sociales, pour choisir la survie et non le déclin? C'est la question qui nous est posée. Elle l'est toujours. Et puis, dans le rapport Draghi qui fait l'objet d'un tas de discussions, à l'occasion, le 18 février, d'un énième débat sur son rapport, M. Draghi s'est un peu énervé. Alors, il a dit beaucoup de choses. J'ai retenu ceci. Le confort est terminé. Il devient de plus en plus clair que nous devons agir de plus en plus comme un seul État. L'unanimité continuera-t-elle à être le principe directeur essentiel pour la prise de décision dans notre Union? Sinon, il s'adresse évidemment au Conseil européen. Sinon, vous devez aussi admettre, pour être cohérent, que vous n'êtes pas capable de maintenir les valeurs fondamentales pour lesquelles cette Union européenne a été créée. Alors, quand vous me demandez ce qui est mieux, ce qu'il faut faire maintenant, je réponds, je n'en ai aucune idée, mais faites quelque chose. Alors, bien sûr, c'est une boutade, le je n'en ai aucune idée. Bien sûr qu'il a une idée. L'idée, c'est un État fédéral. L'idée, c'est la capacité pour l'Union d'agir vite, dans des conditions démocratiques, bien sûr. L'idée, c'est un Parlement qui soit un vrai Parlement. Rappelez-vous que le Parlement européen ne dispose pas de la possibilité de projet de loi. Il dépend de la Commission européenne. Seule la Commission européenne peut proposer les lois. Alors évidemment, elle tient compte, la Commission européenne, de ce qu'on appelle les résolutions du Parlement européen. C'est ainsi d'ailleurs que le Parlement européen avait demandé en 2022 la révision des traités. Par conséquent, si, malgré la situation actuelle qui est difficile, et surtout parce qu'elle est difficile, s'il n'y a pas une volonté de réforme profonde de l'Union européenne, on va dans le mur. C'est très clair. C'est-à-dire que si on continue à faire des rondes jambes dans les réunions du Conseil européen pour faire en sorte que M. Orban aille prendre un café pendant qu'on vote quelque chose, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est très simple. Soit l'Union européenne est capable de mener plusieurs actions de front, dont la réforme des traités, soit elle va continuer à décliner, continuer à décrocher, et j'ose espérer que ce ne sera pas le cas. Parce que si c'était le cas, la menace qui pèse sur nous, elle est lourde, lourde, lourde. Merci. Si vous avez des questions... Voilà, c'est la question que j'allais poser. C'est la question que j'allais poser. Merci en tout cas pour cette conférence dans des temps déraisonnables et tout à fait inquiétants. Espérons que l'avenir que vous évoquez pour l'Europe sera la réalité. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Oui. Oui, il s'agit des 3%. Je comprends pas bien cette histoire des 3% à ne pas dépasser pour le budget des États européens. Ou plutôt, je peux comprendre, mais comment ça se fait que tout d'un coup, on puisse se dire, sauf on va retirer une partie réarmement, puisque c'est quand même une dette qui va être contractée. Et je voudrais savoir pourquoi on disait pas plus de 3%, quoi qu'il arrive,
Et tout d'un coup, on dit, bon, en fin de compte, on reste à 3%, mais on va déduire de ces 3% le budget militaire, parce que ça a le même impact. Alors, c'est très simple. D'abord, la règle des 3%, c'est pas une règle intangible. Pendant la pandémie, on y a renoncé. Donc, c'est pas inscrit dans le marbre. C'est simplement une règle qu'on a considérée comme étant raisonnable pour répondre à la convergence entre les États membres. Dans les États membres, il y a ce qu'on appelle les États frugaux, c'est-à-dire ceux qui maintiennent un équilibre budgétaire convenable. D'ailleurs, l'un des modèles, c'est l'Allemagne, qui d'ailleurs avait dans sa loi fondamentale une interdiction de dépasser, etc. C'est une règle qui permet d'obliger les États à être raisonnables, sans pour autant que ça les empêche, ici ou là, de dépasser les critères en question. C'est le cas de la France. La France, elle est à 5% de déficit. On prévoit 6% pour 2026. C'est pas pour autant qu'on va appliquer immédiatement des sanctions. Encore une fois, c'est une règle générale qui est un repère moyen pour permettre une harmonisation de fonctionnement budgétaire des États membres, mais on peut y déroger. Et si on y déroge en ce moment pour la défense, comme on y avait dérogé pour financer les conséquences de la pandémie, c'est bien parce qu'il y a des priorités qui dépassent les critères en question. Ça répond à votre question ? S'il n'y avait pas de règle du tout, on verrait certains États creuser un déficit tel que ça mettrait tout le monde en difficulté. Voire même que ça mettrait en difficulté l'euro. Ça a été le cas de la Grèce. Je peux me permettre de compléter ta réponse, c'est Catherine. Alors, je salue ma camarade, si j'ose dire, Catherine Guiquin, ex-députée européen. J'ai toujours peur quand elle est dans la salle, parce que si je dis une bêtise, je vais être repéré tout de suite. Non, merci, mais tu ne seras pas repéré. Oui, Catherine Guiquin, ancienne députée européenne, et comme bonne auvergnate, j'ai été envoyée pendant 10 ans au budget de l'Union européenne, et j'ai été responsable pendant 5 ans pour mon parti de ce qu'on appelle coordinateur budgétaire. Sur les 3%, je voudrais simplement préciser, cette règle des 3% de déficit à ne pas dépasser est arrivée au moment où on a créé la monnaie unique euro. Et je crois qu'il faut se souvenir que c'est pour avoir une monnaie stable qu'il a été demandé aux États membres de ne pas dépasser un certain déficit. Et je voudrais vous faire remarquer aussi que si nous n'avions pas eu l'euro, le franc, quand on connaissait des situations de dévaluation, de difficultés budgétaires graves, nous avions une dévaluation. Donc, tous ceux qui se souviennent de ce qu'étaient les dévaluations du franc comprennent très facilement que pour avoir une monnaie stable, il faut avoir des règles par rapport au déficit budgétaire à ne pas cumuler. Deuxième point, et ça, en 97, je n'étais pas au Parlement européen, je suis arrivée qu'en 99. Mais il s'avère que c'est le gouvernement français de l'époque qui a beaucoup insisté pour que l'on mette une règle par rapport au déficit budgétaire de chaque pays. Donc les Français, nous sommes en grande partie responsables de cette règle des 3%. Les Allemands étaient prêts à ne pas la mettre en place, mais le gouvernement français de l'époque était sûr de pouvoir s'y tenir. Je pense qu'il faut qu'on se... Et sincèrement, le problème du déficit, ça ne se joue pas à 3%, 3,5%. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la volonté de chaque État d'avoir des finances nationales de bonne santé pour ne pas entraîner, certes l'Europe, mais encore plus chaque État dans des situations qui ne permettent pas d'avoir les finances nécessaires pour progresser.
Et il ne faut pas que nous oublions notre responsabilité à nous, Français, sur cette règle qui aujourd'hui nous handicape lourdement. Et je me permets de dire, alors, du point de vue budgétaire, le fait que l'Europe est obligée, enfin se sent obligée de créer une défense européenne qui n'a jamais pu exister jusqu'ici, me semble une bonne position. Et c'est vrai que ces nouvelles dépenses doivent nous faire modifier les règles qui régissaient les budgets jusqu'ici. Alors ça va donner certainement, en termes budgétaires, des heures et des heures de négociation entre la Commission des budgets du Parlement et le Conseil du budget du Conseil européen, mais elles doivent se faire parce que si on ne trouve pas de nouvelles recettes pour que chaque État puisse augmenter ses dépenses de militaires, eh bien, nous serions, pour notre projet politique, en grande difficulté. Merci, Catherine. Merci, bonjour. Je voulais savoir quelles actions pouvaient être conduites envers la Hongrie qui ne respecte plus les valeurs et qui multiplie les provocations, notamment récemment avec l'invitation de Netanyahou aujourd'hui. Alors, j'ai oublié de dire, parce que j'étais en retard, que la question, parmi les réformes indispensables des institutions européennes, il y a l'abandon de la règle de l'unanimité. Cette règle nous pourrit la vie. Et la Hongrie s'en sert en permanence en faisant du chantage. Bon, je m'abstiendrai ou je ne voterai pas contre si tu me verses mes subventions que tu m'as bloquées parce que je ne respecte pas l'état de droit dans mon pays. La seule solution, c'est la réforme des traités. Mais, entre-temps, on a quand même un article 7 dans le traité européen qui permet de sanctionner un pays jusqu'à la suspension de son droit de vote. Mais, pour que cet article 7 s'applique, il faut l'unanimité. Alors, pas quand même le pays concerné, mais il y a suffisamment de vilains canards dans les rangs des 27 États membres pour que l'unanimité ne soit pas réunie. Par conséquent, le Conseil européen ne prend pas le risque de faire voter une sanction à l'égard de la Hongrie parce qu'il se couvrirait de honte s'il ne réunissait pas l'unanimité. Alors il y a des astuces. Par exemple, celle qui consiste à dire, bon, on va te verser un petit quelque chose et puis pendant qu'on vote, tu vas prendre un café. Bon. Et puis il y a la différence. Et on voit ici que les institutions, c'est bien, mais ceux qui les dirigent, ça compte aussi. Entre monsieur Charles Michel, le précédent président du Conseil européen, qui était, allez, on va faire simple, il est parti, un mou qui de temps en temps avait des comportements bizarres. Et l'actuel président du Conseil européen, qui est monsieur Costa, il y a une grande différence. Ainsi, lors de la dernière réunion du Conseil européen qui vient d'avoir lieu, c'était, sauf erreur, le 30 mars, le communiqué qui a été fait, à propos de l'Ukraine notamment, est un communiqué à 26. C'est-à-dire que on n'a pas recueilli l'unanimité, mais on a quand même fait le communiqué. Et on a passé outre l'attitude de la Hongrie. Sous-entendu, si M. Orban veut engager un recours devant la Cour européenne de justice, il va avoir une drôle de mine. Donc, il y a des astuces possibles, mais encore une fois, la seule façon d'en sortir, c'est la révision des traités. Merci pour cette excellente conférence. Est-ce que vous pensez que l'arrivée du futur chancelier allemand Friedrich Merz est de nature à relancer le couple franco-allemand malgré les difficultés de la France? Incontestablement, oui. Alors, pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, le fait que la coalition précédente
qui réunissait les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas marcher. Il y avait une telle différence d'appréciation de la situation, notamment entre les sociaux-démocrates et les libéraux, que je suis même étonné qu'on ne soit pas allé au clash avant. Et puis, Monsieur Merz me semble beaucoup plus européen, finalement, que Monsieur Scholz, qui a agi probablement dans une sorte de protectionnisme qui ne donnait pas son nom. Donc je suis plutôt optimiste dans la relation franco-allemande, ce qu'on appelle le moteur européen. Mais c'est de moins en moins vrai. Ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Il ne suffit pas que la France et l'Allemagne s'entendent pour que l'Union européenne fonctionne. J'ajouterai encore que ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'abandon de la règle de ne pas dépasser un certain déficit budgétaire ayant été aboli, ça va permettre à l'Allemagne, qui est la première puissance économique de l'Union, de faire des investissements importants dans beaucoup de domaines. Par ailleurs, M. Merz semble favorable à la mutualisation des emprunts. Au passage, notez que les 800 milliards dans le domaine de la défense, qui ne sont pas un emprunt européen, il faudrait que ça le devienne. Parce que chaque État membre ne peut pas disposer des moyens suffisants dont pourrait disposer l'ensemble de l'Union européenne. Donc je pense que ça va aller dans le bon sens. Oui, une dernière question. Vous avez évoqué le cas de la Hongrie, mais pour reprendre l'expression de M. Vance, le vice-président américain, il y a 2 parasites dans l'Union européenne, la Slovaquie notamment. Qu'est-ce qu'on en fait ? L'attitude de Mme Meloni également, qui est d'une très grande ambiguïté. Qu'en pensez-vous ? C'est une question compliquée. Alors, d'abord, sur 27 États, et ça sera encore plus le cas à 35 ou à 37, on ne peut pas empêcher certains États de dériver. Mais, comme disait je ne sais plus qui, il ne faut pas confondre les pays et leurs dirigeants. Un dirigeant, c'est temporaire, même si ça dure un peu. Monsieur Poutine, il n'est pas éternel. Monsieur Trump, en principe, il en a pour 4 ans. Encore qu'il a expliqué qu'il réfléchissait à un 3e mandat. Ce type ne recule derrière aucune aberration. Bon. En tout cas, dans les rangs des États membres, il y a forcément des comportements différents. Et c'est pour ça, et c'est notamment pour ça, qu'il faudrait aller vers une réforme qui conduirait à quelque chose qui pourrait ressembler à un État fédéral. Parce que lorsqu'une politique globale est entravée par un seul ou par 2 membres de la collectivité, c'est pas un fonctionnement sain. C'est un fonctionnement qui ne peut être que chaotique. Voilà. Et puis, Meloni. Alors, Meloni, c'est l'exemple même de l'extrémisme et du populisme rampant. C'est-à-dire qu'en posture, on donne le sentiment d'être européen, et en coulisses, on a des comportements qui sont franchement anti-européens. Et puis, on a aussi des attitudes franchement antidémocratiques. Madame Meloni, comme d'autres dirigeants, comme Orban, met à mal le pouvoir judiciaire. C'est elle qui a pris l'initiative d'enfermer dans des camps en Albanie les réfugiés italiens. Donc, tout ce qui de près ou de loin ressemble à du populisme n'est pas une bonne chose pour l'Union européenne. Et ça milite, donc j'en remets une couche, pour un État fédéral ou quelque chose qui y ressemble. J'en profite pour dire à propos du pouvoir judiciaire,
c'est pas du tout le sujet de ma conférence, mais j'ai envie de le dire. Et puis d'ailleurs, si, d'une façon indirecte, ça concerne bien l'Europe, puisque Madame Le Pen a été condamnée par le pouvoir judiciaire français pour son comportement au Parlement européen. Lorsque on entend dans une démocratie une attaque en règle du pouvoir judiciaire, je dis attention, danger. Lorsqu'on attaque les magistrats, lorsqu'on dit que la démocratie est en danger, c'est pas la démocratie qui est en danger parce que les magistrats rendent la justice. Comme l'a dit le président de la Cour de cassation, le juge ne fait pas la loi, il l'applique. Et quand dans un pays on commence à mettre à mal le pouvoir judiciaire, c'est le début de la dictature. Merci. Eh bien, merci et à très bientôt. Merci. Merci.